En fait, on vous l'a dit tout à l'heure, on fête les 15 ans de Procréa, puisque la première édition a eu lieu en 2008. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de prendre un petit moment, justement, pour revenir sur ces 15 années, revenir sur les thématiques qu'on a traitées, qui finalement étaient relativement cohérentes par rapport à l'évolution de l'accompagnement entrepreneurial. Et oui. Je te laisse enchaîner. Donc effectivement, ce retour sur... Il faut qu'on aille vite, hein, puisqu'on a plein de choses à dire. Donc Procréa, en fait, c'est né en 2008. En 2008, c'était un congrès interprofessionnel et interrégional, où on y avait à peu près une centaine d'accompagnants. Vous êtes aujourd'hui 380. En 2008, on a eu une idée, se dire que chacun dans notre coin, on avait les mêmes réflexions, les mêmes questionnements, les mêmes problématiques par rapport à l'accompagnement, quel que soit le réseau d'appartenance, quel que soit si on était une CCI, si on était un réseau initiative, si on était une boutique de gestion. On se faisait parfois la guerre sur le terrain. Par contre, au final, on avait quand même tous les mêmes objectifs, la même ambition, c'est de permettre que la création d'entreprise se fasse le mieux possible pour nos porteurs de projets. Et à l'époque, on parlait presque plus de création d'entreprise que de créateurs. On était beaucoup plus centré sur les projets qu'on ne l'est aujourd'hui sur les hommes. Donc en fait, Procréa est né de 3 lignes de force. Les évolutions de l'accompagnement, de l'entrepreneuriat, qu'on voyait bouger au départ, en 2008, quand un jeune voulait créer son entreprise, on lui disait « Oh, mais mon petit, d'abord, fais-toi de l'expérience, va travailler dans une entreprise, mets de l'argent de côté, crée-toi un réseau, et après, tu viendras et tu pourras créer une entreprise. » Voilà, les choses ont bien changé, vous le savez. On sentait arriver un certain nombre de choses sur les porteurs, sur la typologie des porteurs de projets, sur leur profil, mais aussi sur la nature même des projets, et on y reviendra. La deuxième ligne de force, c'était les évolutions des pratiques, donc poussées par la recherche universitaire. Donc, encore une fois, merci à tous nos chercheurs qui nous accompagnent depuis l'origine, et aussi par des besoins spécifiques, des accompagnements d'entreprises innovantes. Et effectivement, même si dans un certain nombre de cercles, on a résisté à l'innovation, on s'est aperçu assez rapidement que des choses qui avaient émergé dans l'accompagnement des entreprises innovantes allaient pouvoir être transférées à des entreprises plus classiques et qu'on allait pouvoir s'en nourrir. Deuxième ligne de force. La troisième, c'était une volonté politique de structuration de notre réseau, puisque premier Procréa, le grand événement, c'est le lancement de NACRE. NACRE, où pour la première fois, les réseaux allaient devoir être agréés, labellisés. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, il suffisait qu'on dise qu'on était compétent pour pouvoir accompagner. On s'auto-déclarait compétent, et puis finalement, on était réellement compétent. Là, pour la première fois, l'État nous imposait, pour nous financer, d'obtenir un agrément et une labellisation. Et donc, ce qu'on a voulu faire en 2008, entre quelques esprits malades qui se sont dit, finalement, on va essayer de tous réfléchir ensemble. On ne va surtout pas laisser à l'État la possibilité de déterminer qu'est-ce qui est important dans l'accompagnement entrepreneurial. Et c'est pour ça que le premier sujet de Procréa, ça a été l'évaluation des dispositifs d'accompagnement. Puisque, effectivement, on nous demandait de nous faire agréer, que l'on obtienne une labellisation, on s'est dit, mais sur quoi va-t-elle être fondée? Donc, le premier Procréa a été dédié à cette réflexion, et on s'est aperçu que, finalement, on n'est jamais arrivé au bout de la thématique, puisque, vous allez le voir, on y est revenu dans d'autres éditions. En 2008, c'était vraiment une autre époque.
On payait des charges à la fin du trimestre, même si de la création, même si on n'avait pas encore généré de chiffre d'affaires. L'auto-entrepreneur allait être lancé. Mais on n'en mesurait pas complètement les effets et ce que ça allait effectivement générer comme bouleversement dans notre métier d'accompagnant. En 2008, le Labex Entreprendre, qui est un de nos partenaires, toujours, n'était pas créé. Mais par contre, on a rencontré à ce moment-là Sylvie Samut et Karim Mességhem pour un travail universitaire sur la définition d'un modèle d'évaluation de l'accompagnement qui persiste encore. Et voilà, et je crois que j'ai tout dit sur 2008, où, en fait, oui, cette phrase, qui était l'illustration, en fait, qu'on allait pouvoir se nourrir ensemble, parce que c'est bien ça, on vient de tous les horizons, on réfléchit et on s'auto-fertilise. Mon directeur général à l'époque, donc il aimait bien citer des gens qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, nous avait donc dans son discours d'ouverture, en accueillant la petite centaine de professionnels qui venaient juste des régions limitrophes, indiqué ceci: nos meilleures idées viennent des autres, et on a essayé sur tout le temps de Procréa de s'appuyer là-dessus. Peut-être juste dire qu'à l'époque, c'était la région Languedoc-Roussillon. Procréa est né en Languedoc-Roussillon. Et y est resté, c'est pour ça que vous êtes toujours à 7 et qu'on refuse de partir ailleurs, en Occitanie. Voilà, donc en 2009... Donc en 2009, j'enchaîne, parce qu'en 2009, c'est mon premier Procréa, en tant qu'organisateur, co-organisateur, mais aussi en tant que participant, puisque... en 2008, pour la première édition, non seulement effectivement la CMA, la chambre de métier, n'était pas associée à l'organisation, mais en plus mon président de l'époque avait demandé à tous ses collaborateurs de boycotter cet événement. C'était un visionnaire. Et heureusement, entre 2008 et 2009, les membres du comité de pilotage, que je remercie, Katia, qui est ici, mais aussi Christine, qui représentait la Caisse des dépôts, Jean-Guy et Véronique, qui représentaient l'État, ont exigé qu'il y ait une co-organisation interconsulaire, parce que ils ont dû trouver ça cohérent, et c'était très bien. Et donc voilà, en 2009, je me retrouve dans les pattes de Marie-Hélène, la pauvre. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Ça a été un bonheur. Ça a été un bonheur. Et donc la thématique en 2009, c'est le suivi post-création. Alors, le suivi post-création, comme Marie-Hélène l'a dit, NACRE venait d'arriver, et NACRE, effectivement, au-delà de la labellisation, exigeait effectivement un parcours d'accompagnement qui commençait par l'anté-création. Il y avait, si je me souviens bien, le financement, et il y avait le suivi post-création pendant les 3 ans. Voilà. Ce suivi post-création, qu'on connaissait déjà dans les réseaux d'accompagnement, tout le monde se disait que c'était super important. Donc là, l'État nous imposait de le faire, mais in fine, même si tout le monde trouvait ça important, on n'en faisait pas des masses. On n'y consacrait pas beaucoup de temps. Les moyens affectés étaient vraiment limités. Enfin bon, grosso modo, c'était vraiment le parent pauvre de l'accompagnement. Il n'était pas vraiment valorisant pour les conseillers. Puis en plus, pour ceux qui étaient déjà là, vous vous souvenez, il y avait un extranet de suivi qu'il fallait remplir avec 4 points de gestion la première année, si je me souviens bien, de la seconde et de la troisième. Enfin bon, c'était un peu rébarbatif. Pour autant, on s'est dit quand même qu'il y avait un petit sujet autour de ce suivi. Et donc on l'a traité. Et en plus, il y avait une sorte déjà de paradoxe, en tout cas de challenge. C'était à la fois d'arriver à faire un accompagnement, un suivi qualitatif, mais à traiter en même temps une massification de l'accompagnement. Alors massification, pourquoi ? C'était aussi, 2008, souvenez-vous, la création d'un certain régime qu'on appelait à l'époque l'auto-entrepreneur. Entre 2008 et 2010, petit rappel, les créations d'entreprises ont doublé en France sous l'effet notamment, mais surtout, de l'auto-entrepreneur. On est passé de 300 000 créations d'entreprises en France en 2008 à 600 000 environ en 2010. Et c'est pas une mince affaire. Donc en fait, le suivi post-création permettait aussi
de récupérer des fois en post-imat des gens qu'on avait ratés en Nantais et de pouvoir rattraper un certain nombre de situations qui pouvaient être problématiques. Alors, les sujets qu'on a traités en 2009, certains sujets, on a traité les différentes formes de suivi aujourd'hui en France. Et c'était, alors pourquoi on le cite? C'était parce que c'était déjà une volonté affichée de Procréa de travailler sur les échanges de pratiques, les partages de connaissances et de techniques et la mise en commun des résultats de l'accompagnement. On a traité aussi du tutorat, du coaching, du parrainage et donc un petit zoom sur les suivis réalisés par d'autres entrepreneurs, pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs. Voilà, on commence à parler de mentors. Ouais. Oui, pardon. Non, on commence à parler de mentors. Voilà. Alors même si le réseau Initiative depuis très longtemps fait du parrainage avec des chefs d'entreprise, c'est quand même l'année, je crois, où se crée l'Institut du mentorat entrepreneurial et où on commence vraiment à parler de ça. Et Karim, en 2009, avec Sylvie, vous restituez les résultats de l'étude lancée en 2008 sur l'évaluation de l'accompagnement. Voilà. Entre 2009 et 2011, puisque là, on s'est dit, il y a fait quand même beaucoup de boulot, donc on va passer à un rythme biennal, parce que c'était plus possible de le faire chaque année. Oui, parce qu'au départ, c'est pas notre métier. Hein. Non. Les conseillers, donc, les conseillers de la création, s'affirment de plus en plus dans leur métier. Ils s'impliquent davantage dans les évolutions et ils prennent conscience que c'est le potentiel des projets qui rend quand même plus intéressant le suivi et globalement le travail avec les créateurs. Et d'où la volonté d'accompagner des projets à potentiel et de ne pas laisser l'accompagnement des projets intéressants à d'autres acteurs qui sont spécialisés, par exemple, dans l'innovation. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera au thème de 2011. Marie-Hélène. C'est ça. Le repérage et l'accompagnement des projets à potentiel. Oui, parce qu'on en aurait presque un peu honte aujourd'hui, mais même si l'entrepreneuriat par nécessité est très important et essentiel de notre activité dans les réseaux classiques, c'était l'entrepreneuriat par nécessité. On rêvait tous de potentiel. On voyait d'émerger des actions dans les Cap Omega, Bigs et autres autour de nous. Et on considérait que les auto-entrepreneurs, c'était peut-être des créateurs de seconde zone. Il paraît que c'est encore le cas. Ah, vous m'entendez pas, ou ça enregistre. Donc c'est le moment du débat sur l'innovation. Bon, le concept de l'innovation s'ouvre au-delà du technologique, hein, donc innovation sociale, commerciale, mais aussi on lance un débat sur les aides. Pourquoi aider que les entreprises dites innovantes? La région. Pourquoi ne pas aider aussi les commerces et les services à partir du moment où ils sont capables de générer des emplois, de structurer des filières, etc. Donc voilà, on est dans le... Il n'y a pas que l'innovation dans la vie, mais par contre, on aimerait bien que nos projets grandissent. Donc où est-ce qu'on va aller les chercher, nous, dans les réseaux traditionnels où effectivement on n'est pas toujours très fun, on y reviendra, où les start-upers ne viennent pas spontanément nous voir. Est-ce qu'on est capable, quand on a un porteur de projet devant nous, de dire, ben oui, celui-là, je peux parier dessus, ça va faire un gros carton. Voilà, c'était un petit peu compliqué. On se situe 10 ans après le phénomène de la start-upisation. C'était pas encore le moment de le remettre en cause. Mais il n'y a pas que ça. Et vous échappez, parce qu'on me l'interdit cette année-là, à un titre. Et si vous arrêtiez de créer des start-up, si vous créiez de vraies entreprises. Voilà. On l'a vraiment interdit, Katia? Oh si. Donc cette année-là, on va travailler sur les clés d'identification et le repérage du potentiel. C'est cette année-là qu'on met véritablement le doigt à Procréa. Donc ça nous convainc qu'on avait raison, mais sur le fait que le collectif, c'est important. Et notamment, on va commencer à travailler sur l'accompagnement collectif des porteurs de projets. Et où c'est aussi l'année où la notion de réseau s'affirme véritablement et où on se rend compte que finalement pour qu'un projet soit bien accompagné,
il faut qu'il ait un réseau autour de lui, qu'on le constitue, ou qu'il soit déjà préexistant, et que ça s'applique effectivement tant aux porteurs de projets qu'aux accompagnants. Personnellement, je retiens qu'au-delà des hommes, des financements et du marché, somme toute des notions très classiques et rebattues, tout projet qui a du potentiel s'inscrit forcément dans une dynamique collective, et je me le garderai toute jusqu'à maintenant. Voilà, c'est une nouvelle pierre dans notre jardin. Et en 2011, c'est aussi la création et la labellisation du Labex Entreprendre, que l'on salue, et le début du partenariat lors de l'édition suivante. C'est à toi, Yann. L'édition suivante, 2013. Ouais, 2013, c'est un tournant. C'est un tournant, ouais. C'est un tournant parce que d'abord, avec ce titre un peu provoquant, faut-il brûler le business plan? Ça, c'était un teasing qu'on avait fait. Faut-il brûler le business plan? Faut-il vraiment brûler le business plan? On commence à prendre ce ton un petit peu décalé qu'on gardera. Et c'est un tournant pour d'autres raisons que j'aborderai un petit peu plus tard. Mais en 2013, et bon, vous le remarquez, les liens avec la recherche sont quand même omniprésents dans notre histoire. Et c'est nécessaire. Et c'est en 2013 que grâce à un certain nombre de chercheurs, dont je citerai certains, Alain Fayolle, Philippe Zilberzan, Olivier Toutain, je ne sais pas s'il est arrivé, Olivier. Non, pas encore. Pas encore. Sylvie Samut, Karim Messegen, Claude Ananou et certains autres, les accompagnants prennent conscience que le créateur est un bricoleur. Et que, en dépit finalement des injonctions des financeurs, désolé, des directeurs de structure, on n'est peut-être pas obligé de passer par un plan d'affaires en bonne et due forme, et qu'on peut aborder la création d'entreprise d'une autre manière, et qu'il existe des alternatives au plan d'affaires et d'autres approches. Alors, on commence à parler effectivement de la démarche effectuelle, du lean, du design thinking, de Synop, que Claude Ananou nous ramène du Québec, et d'où effectivement cette question, faut-il brûler le plan d'affaires? C'est une année importante parce que c'est le moment où ont eu lieu les assises de l'entrepreneuriat, donc avec un certain nombre de réflexions au niveau national, un début de charte d'accompagnement. C'est l'année aussi, et c'est pas mal de le citer, où démarre le crowdfunding, le financement participatif pour les entrepreneurs. Il existait déjà pour les particuliers. Et d'ailleurs, on reçoit cette année-là à Procréa comme intervenant Adrien Aumont, qui est le créateur de KissKissBankBank. Voilà. Et on lance aussi, cette année-là, notre séquence de présentation d'outils et de bonnes pratiques, toujours dans la logique de mise en avant de nouveaux outils, de partage d'expériences, de pratiques innovantes d'accompagnement. Séquence qui s'étoffera, qui perdure et que vous aurez demain en fin d'après-midi. Et au terme de cette super édition, a lieu le procès du plan d'affaires qui restera dans les annales. Et finalement, ce plan d'affaires sera acquitté de justesse par un jury, mais parce que c'est un outil, et simplement un outil. Maëla tout à l'heure parlait des outils. Effectivement, le plan d'affaires finalement ne pouvait pas être condamné, puisque ce n'est qu'un outil. C'est l'année où on rencontre évidemment le collectif de chercheurs réunis autour de la revue Entreprendre et Innover, dont certains sont ici aujourd'hui. Stéphane, Sandrine. Il y a Fabienne qui doit arriver aussi. Et plein d'autres. Et donc le début d'un partenariat toujours très, très stimulant et inspirant pour nous. C'est aussi cette année-là qu'on assume le rose complètement et on fait imprimer des mallettes roses. Et comme cette année-là, il y avait aussi, donc avec le réseau des CCI et le réseau des CMA qui avaient cumulé des événements, on se retrouve avec 500 personnes avec des mallettes roses sur la place de la Comédie à Montpellier. Et avec Procréa dessus, on a été interpellés pour savoir si c'était un congrès sur la procréation assistée. C'est vrai. Voilà, donc 2013, une grosse année. À toi. Oui. Et 2 ans après. 2015. Toujours un titre décalé. Je sais pas si ça marche, oui.
Ça sera accompagnement à obsolescence programmée. Lors de cette édition, on commence à s'interroger sur notre capacité à nous adapter. L'évolution de l'entrepreneuriat est de plus en plus rapide. On a des nouveaux profils, c'est à ce moment-là sont apparues les pépites et donc le statut d'étudiant entrepreneur. Donc on a des nouveaux profils à accompagner. Il y a aussi de nouveaux projets, de types de projets. C'est le moment des projets collaboratifs, mais aussi de nouvelles attentes de la part des porteurs de projets d'un accès plus rapide à la création. C'est aussi le développement de nouvelles méthodes et de pratiques qui irriguent le petit monde de l'accompagnement entrepreneurial et le début du digital. Ça va être le moment où on va voir apparaître pas mal de MOOC. Il y a aussi toujours de nouveaux acteurs qui émergent. Le mentoring, on en avait parlé un petit peu avant, mais ça s'intensifie. Il y a des nouveaux entrants qui commencent à émerger et ce sont des structures qui sont hors du prisme classique des structures d'accompagnement. On va voir apparaître les Fab Labs, les espaces de coworking. Qui font de l'accompagnement maintenant. Et le marché de la création devient un véritable marché qui se décomplexe. C'est l'époque aussi où on va rentrer en concurrence, où il y a des appels d'offres de l'État. On se rappelle des appels d'offres EPCE, OPCRE. Il y a aussi ceux des régions, ou alors de l'agence France Entrepreneur à l'époque. Et puis aussi, on subit de nouvelles injonctions contradictoires. Il faut à la fois sécuriser l'acte de création et la pérennité des projets accompagnés pour être bien noté, entre guillemets, par les financeurs et soutenir un développement massif des créations. C'est un peu contradictoire. Ouais. Et 2015, c'est une édition qui se passe à la Grande Motte, pour ceux qui s'en rappellent, qui avaient participé. Et c'est lors de cette édition-là que Marie-Hélène, qui était donc dans le réseau des CCI, nous annonce qu'elle va quitter la CCI Languedoc-Roussillon et qu'on assiste à son premier faux départ de Procréa. Il y en aura d'autres. Ça nous avait beaucoup attristé à l'époque quand elle nous avait annoncé ça. Au niveau des partenariats, on passe un cran avec le LABEX, parce que lors de cette édition-là, il y a 3 doctorants qui vont être impliqués puisqu'ils vont participer au congrès et ils vont rédiger la synthèse du congrès. Et là, j'étais censé intervenir pour dire, en plus, c'est super chouette parce que ces 3 doctorants seront là cette année. Et en fait, il n'y en aura que 2, malheureusement, puisque Dorian, qui devait être là, s'est désisté il y a quelques jours. Mais bon, il y a quand même Amandine, que j'ai vue tout à l'heure, et Sophie Casanova, qui, si elle n'est pas arrivée, sera là demain. Et puis, il y a toujours la séquence décalée. Oui, tout à fait. On avait fait un théâtre forum à l'époque, et c'est la première année qu'une certaine Corinne participe à la séquence décalée, mais pas la dernière. Et à nos délires. Et puis là, peut-être que oui, cette édition de Procréa est un peu écourtée à la fin parce que on est sommé de partir de la Grande Motte parce qu'il y a par un avis préfectoral. Voilà, donc on part précipitamment. Parce qu'il y avait des inondations. 2 ans après, en 2017, on parle d'ubérisation. L'ubérisation de l'accompagnement entrepreneurial. On a la chance d'avoir en ouverture Grégoire Leclerc, qui est le président de l'Observatoire de l'ubérisation, qui nous fait une intro remarquée sur le sujet et qui nous explique finalement que les ubérisateurs construisent leur offre tout simplement en ciblant les déçus des entreprises classiques, en essayant au maximum de limiter les irritants ressentis par les clients. Et donc, en partant de ce principe notamment, un certain nombre de nouveaux acteurs de l'accompagnement font parler d'eux, en offrant une offre intégrée à certaines catégories de créateurs, évidemment pas les auto-entrepreneurs, et donc en proposant des services qui limitent au maximum les irritants que rencontrent ces créateurs. Alors, c'est l'année de création de Station F par Xavier Niel. The Family a été créé il y a quelques années, mais on commence vraiment à en parler. Et globalement, le constat, c'est que ces nouveaux acteurs de l'accompagnement prennent de plus en plus de place. Globalement, ils sont plus fun que nous. Ils communiquent mieux, ils maîtrisent beaucoup mieux les réseaux sociaux. Et ils sont plus agiles, ils arrivent à intégrer plus facilement le numérique et à évoluer beaucoup plus rapidement que les acteurs dits classiques. À propos de The Family, il faut peut-être dire qu'on rêve cette année-là de voir le grand gourou Oussama Ammar, le grand gourou de la start-up, venir à Procréa, mais rapidement son prix nous dissuade. Ouais, il était vraiment on n'avait trop cher. Vraiment pas les moyens. Alors juste, petite
pratique. Ça y est, la clim marche, donc il faudrait peut-être fermer les portes pour que lui laisser faire son office. Merci à tous. Donc dans cette mouvance, on parlait de The Family, on constate l'apparition de nouveaux métiers dans l'accompagnement. Alors jusqu'à présent, on sensibilisait les créateurs, on les préparait, on les accompagnait, on les mentorait, on les tutorait. Et là, on commence à les accompagner jusqu'à l'atteinte de leur marché et accélérer leur développement. Donc on parle d'accélération. Voilà un concept qui, à l'époque, n'est pas vraiment normé. L'est-il toujours aujourd'hui? On n'est pas certain. Voilà, on a parlé effectivement de The Family, d'Oussama Hamar qu'on contacte, mais vite qu'on laisse tomber parce que beaucoup trop cher. Certains de ces accélérateurs, et c'est intéressant, prennent des participations dans les projets qu'ils accompagnent, en espérant que parmi ces projets, certains deviennent des licornes et que leur retour sur investissement soit énorme. Et ça me permet de faire l'enchaînement avec une thématique qu'on commence à aborder, c'est le business model des structures d'accompagnement. Cette année-là, on commence à s'interroger là-dessus. Quel financement? Est-ce qu'on peut facturer directement les créateurs? Quelles sont les nouvelles ressources? Et on commence à parler de l'accompagnement à la création comme un acte de formation. Ça se concrétisera 2 ans plus tard avec le CPF. Voilà, on assiste à un retour progressif mais remarqué à la notion de territoire, notamment par le biais des quartiers avec les appels à projets de l'AFE dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Et logiquement, dans ce contexte, le congrès se termine par une battle entre les classiques et les modernes. Voilà. C'est aussi la première année que Procréa prend ses quartiers à 7, ici. Et on y restera. Et le restera, voilà. Et puis les liens avec la recherche, donc c'est l'année où on coécrit avec le LABEX une lettre justement sur l'ubérisation de l'accompagnement. Et c'est l'année, on souhaitait quand même le dire, que le congrès inspirera un article au regretté Dominique Frugier, qui nous manque beaucoup, un des chercheurs du collectif de la revue Entreprendre et Innover, qui l'intitule « Croyez-vous aux ubérisateurs accompagnants ?» Aux ubers accompagnants. Ubers accompagnants, pardon. Et puis c'est l'année de la fusion des... Ouais, c'est l'année de la fusion des régions aussi, et donc le congrès devient, au niveau de la CCI Occitanie, CMA Occitanie. Tout à fait. Et tu rentres dans le jeu, je rentre dans le jeu en tant qu'organisatrice. Dès 2017, oui. 2015, j'avais été un peu participante, 2017... Dans la suite de l'article écrit par Dominique, nous, on a un droit de réponse et on revendique, je l'ai repris, c'est bien, de continuer à être les insupportables et irritants poils à gratter de ce si formidable écosystème de l'accompagnement entrepreneurial. Depuis, on reste et là. on vous a mis une petite photo de la battle qui était arbitrée par Michel Dupoisat avec Éric Ferrière dans le rôle des classiques et Pierre Alzingre dans le rôle des modernes, pour ceux qui les connaissent. Et donc on passe effectivement 2019, à 2019, bon, Emmanuel. J'ai rejoint l'équipe là depuis 2017, la belle équipe de préparation. Et 2019, on assiste à la naissance de BPI France Création, qui absorbe l'agence France Entrepreneur et les fonds de la Caisse des dépôts et consignations, qui étaient dédiés à l'entrepreneuriat. Et qui finançait Procréa. Ça marche aussi. Et la thématique de Procréa, c'est les clés pour réinventer l'accompagnement entrepreneurial. Non, pardon. C'est doit-on continuer? Oui. Ouais. Est-ce qu'il faut voir un lien de cause à effet entre... parce que la question, elle était aussi sur est-ce que Procréa, nous, on continue? Oui. Parce que ce titre-là, on en a beaucoup discuté. Oui, on se demandait est-ce que ça va être bien perçu, doit-on continuer? Bon, on avait échangé là-dessus. Ça avait un double sens, oui. Il y avait le modèle économique du congrès. On ne savait pas si on allait continuer à poursuivre l'organisation. Je ne sais pas si c'est un lien avec la fusion de la pardon. Et surtout, on va s'interroger lors de cette édition sur le sens de notre métier, de manière un peu différente de ce qu'on avait fait auparavant en 2015. Et là, on va vraiment s'interroger sur le sens, dans le sens où l'environnement devient de plus en plus complexe et paradoxal. Il y a pas mal de paradoxes qui nous sautent à la figure, comme par exemple explosion de l'entrepreneuriat par nécessité. Il y a le mythe du créateur qui est l'entrepreneur super-héros. Un autre paradoxe, c'est l'affirmation d'une start-up nation, alors qu'on sait que les créations d'entreprises, elles se font dans les entreprises classiques.
pour les structures, c'est l'obligation pour certaines de facturer des services, alors que les porteurs de projets qu'on accompagne ne sont pas solvables. Ou alors, ça va être la contrainte de se réformer, de changer nos méthodes, mais le maintien nécessaire des fondamentaux de l'accompagnement qu'il faut faire. C'est l'époque aussi où on voudrait passer au tout numérique, mais on se rend compte de la pertinence de la relation humaine dans la relation, c'est un peu ce que vous avez dit ce matin, la relation accompagnée. C'est l'époque aussi des paradoxes de dérégulation, de libéralisation massive de l'acte de création, mais les créateurs, ils ont toujours autant besoin d'aide et de notre accompagnement. C'est une époque aussi de concurrence exacerbée entre les acteurs, mais aussi une appétence pour des modèles plus vertueux, et on commence à parler de coopétition. La segmentation des acteurs est de plus en plus importante. Oui, il y a des structures qui sont de plus en plus ciblées sur le type d'accompagnement qu'elles proposent en fonction des cibles et des spécialités, des profils des entrepreneurs. Lors de cette édition, on va réfléchir aussi sur un sujet qui avait été abordé lors de la première, sur l'évaluation des dispositifs et des acteurs. Alors en reprenant les programmes, ça m'a fait rire de revoir les questions qu'on s'était posées à l'époque. L'une des plénières, on s'était interrogé sur « Doit-on continuer à ne mesurer que ce qui nous arrange ?» Ou alors, comment réinventer l'évaluation de l'accompagnement? Est-ce qu'on a les bonnes clés pour analyser la performance des dispositifs d'accompagnement? Je crois que c'était encore des sujets. La question n'était pas réglée à la fin 2008, elle n'était pas réglée à la fin 2019, et je pense qu'elle ne l'est pas encore aujourd'hui. Lors de cette édition, on va aussi parler d'entrepreneuriat pour les jeunes, mais aussi encore une fois du business model des structures d'accompagnement, puisque face à la diminution des fonds publics, la question se pose de trouver de nouvelles sources de financement. Ça aussi, c'est pas réglé. Non. Et après une période où on avait connu des dispositifs dont Yann a parlé tout à l'heure avec NACRE, donc c'était des dispositifs qui étaient standardisés au niveau national et qui étaient harmonisés et qui avaient un périmètre national. Après, il y a aussi eu des appels d'offres et des dispositifs portés par les régions où donc l'harmonisation était au niveau régional. On revient plus à une notion pour tenir compte des spécificités territoriales et locales. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi proposer dans Procréa un programme spécifique pour les EPCI. Donc, parce qu'ils sont de plus en plus présents dans le développement économique et que aussi on cherche par là à faire des ponts entre les structures et les dispositifs qui existent et à contribuer à notre niveau à créer une dynamique partenariale et collaborative entre les accompagnants, les structures classiques et les nouveaux acteurs. Donc on va s'interroger à ce moment-là sur les actions pour mieux tenir compte des spécificités territoriales. Un autre sujet qui était assez bien tourné, c'était est-ce qu'il existe un accompagnement des villes ou des champs? Et on va aussi mettre à l'honneur quelques opérations exemplaires qui sont portées par les opérateurs sur l'accompagnement dans les territoires. Je citerai par exemple Octave qui me tient pas mal à cœur. On va parler aussi des tendances du solo-entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat lifestyle et du slow entrepreneuriat. Donc à ce moment-là, l'accélération a peut-être un petit peu de plomb dans l'aile et on va commencer à parler de décélération. On va revenir aussi sur les espaces de l'entrepreneuriat. Ça avait été évoqué en 2015 avec les tiers-lieux, les espaces de coworking. Et là, on va accueillir les relais d'entreprise lors de cette édition, et notamment Dominique Valentin, qui est assez précurseur en la matière. Et donc, c'est des initiatives qui étaient assez intéressantes, innovantes, et on essaye de voir toujours comment faire des ponts entre les dispositifs innovants et les structures et l'accompagnement classique. C'est cette année-là aussi qu'on commence à travailler sur les notions de sens et d'impact avec Jean-Marie. On commence à semer des graines importantes. Et aussi, c'est une année où on a un programme pour les conseillers qui s'occupent de transmission. Donc, on va avoir un programme dédié.
Et notamment, on va avoir une masterclass dédiée aux aspects psychologiques de la transmission. Il sera très apprécié. Ouais, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que autant effectivement Procréa s'est beaucoup intéressé à l'accompagnement des créateurs parce que c'est là où ça bougeait, autant on s'est rendu compte que dans la transmission, l'accompagnement de la transmission, ça ne bougeait pas parce que là on était face à des affaires véritablement sérieuses. Alors faire un peu plus de fun, un peu plus de conseils de façon différente, etc. Non, mon bon monsieur, l'aspect accompagner la transmission, c'est par les chiffres, il nous faut des experts comptables, hein, Michel, il nous faut des avocats, il nous faut des notaires, etc. Voilà, c'était... Et on s'est dit quand même, ils ont droit aussi à venir un peu à Procréa. Et puis lors du final, on va avoir une bande de joyeux lurons qui vont venir enterrer l'accompagnement entrepreneurial. Je crois qu'on a une photo. Non. Et c'est lors de cette édition que les talents de certains de nos collègues ou collaborateurs vont se révéler ou se confirmer. Voilà. On va les voir lors d'autres éditions. On les réutilise. Ouais. C'est aussi lors de cette édition qu'on va faire aussi le lien, parce qu'il y a l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui se tient à Montpellier quelques jours avant. Et du coup, on va créer une journée commune de réflexion et on va faire des ponts entre Procréa et cette académie. Donc, ça se passe à MoMA, donc à Montpellier Université. Et on va y consacrer une après-midi d'échange et une soirée conviviale. Et c'est lors de ce Procréa qu'à la fin du Procréa, il va y avoir un article qui va être rédigé par la revue Entreprendre et Innover, qui va être basé sur la vision des accompagnants et donc qui sera faite à partir des structures qui participent à Procréa. Donc elle sera réalisée à partir d'interviews de participants de Procréa et ça donnera lieu à l'article Accompagnement entrepreneurial. Le point de bascule, c'est le numéro 40 de la revue Entreprendre et Innover. C'était une édition très très riche, 2019. On t'a pas fait de cadeau dans la répartition, mais tu continues. Et on l'avait fait un peu sur 2 lieux, puisqu'on l'avait fait une journée à Montpellier, à l'université de Montpellier, et puis transport ici pour terminer Procréa. L'édition 2021, je vais essayer de faire un peu bref. Il faut qu'on accélère un peu, je pense. Retour vers le futur, toujours avec le titre. Ça, c'est Yann qui nous trouve toujours des titres pas mal. On va revenir aux fondamentaux de l'entrepreneuriat. En fait, les paradoxes qu'on avait mis en avant en 2019 trouvent une partie de leur réponse dans l'hybridation. L'hybridation entre l'accompagnement en digital et physique. On va parler maintenant de phygital, de blended learning. Alors aussi, ça va aussi sur l'hybridation des financements. On va parler, le CPF est passé par là et on va diversifier aussi nos sources de financement pour ne pas dépendre d'une seule ressource. Donc c'est réfléchir au montage qu'on peut faire entre les financements CPF, régions, financement européen, facturation directe, ceux des OPCO, enfin des sujets passionnants. L'hybridation du métier d'accompagnant. L'accompagnant qui devient un mouton à 5 pattes, même plus peut-être, hein, à la fois conseiller, formateur, coach, psychologue et peut-être aussi d'autres compétences. Et puis concernant les territoires, l'entrepreneur hors sol et les entrepreneurs ancrés. Lors de cette édition, on va introduire des nouvelles notions comme le biomimétisme avec une intervention de Catel Bosser qui avait été très, très appréciée. On va parler aussi de frugalité, d'intelligence artificielle. Et ça pouvait paraître à l'époque peut-être un peu des divagations de notre part. Puis en fait, on se rend compte que finalement, on y revient. L'intelligence artificielle de nos jours, oui, elle est là. Et on retrouve aussi le biomimétisme qui a inspiré le programme du 13e congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. On s'amuse, on trouve des signes, on se dit que c'est nous, mais effectivement ils ont consacré donc, des chercheurs à des réflexions autour du vivant et on s'est dit que c'était parce qu'ils avaient été à Procréa effectivement et qu'ils avaient entendu parler de... Ouais. Et on terminera par une séance avec un grand témoin, c'était Jean Dibot, notre grand témoin qui vraiment aura marqué les esprits, à la fois par son humanité, sa simplicité, les messages qu'il a pu véhiculer, et il revient sur une notion très importante, il remet l'humain au cœur de l'accompagnement, et ça va inspirer
Procréa, on y arrive. Procréa 2023, le bonheur est dans l'entrepreneuriat et l'amour dans l'accompagnement, avec nos 2 superbes cœurs à paillettes. Voilà. Donc c'est vrai qu'après avoir travaillé beaucoup sur des outils, beaucoup sur des techniques, bon, on avait travaillé sur nos postures, bien évidemment, on l'avait fait évoluer, mais on s'est dit qu'il fallait là qu'on lâche les chevaux et qu'on aille véritablement sur cette relation si particulière entre un accompagnant et son accompagné, qui se passait tellement de choses dans cette relation-là qu'il fallait qu'on y travaille particulièrement, et c'est ce qui nous a guidés dans la réalisation du programme. De la même façon que sur le bonheur d'entreprendre, on lit beaucoup de choses sur la création c'est super, etc. C'est aussi que pour certains c'est difficile, mais que par contre c'est pas qu'un combat la création. Et nous, effectivement, on pense que par notre travail au quotidien, aux côtés des porteurs de projets, on peut faire en sorte que ce passage à l'acte se fasse de la façon la plus agréable et la plus humaine et la plus heureuse possible. Voilà. Je ne vais pas dire tout ce que j'avais écrit, parce que sinon, voilà. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous dire là maintenant. Oui, on en a terminé avec ce retour sur les 15 ans, mais ça nous permettait de faire un petit retour en arrière pour voir pourquoi on en était là aujourd'hui. C'était important de le faire en ouverture de congrès. Et avant de vous laisser aller déjeuner dans le magnifique restaurant panoramique avec vue mer du centre Le Lazaret, on a quelques informations importantes à vous donner. Je me rapproche de Marie-Hélène parce que c'est moi qui ai le pense-bête. Hop là. Alors, la première très importante. Alors, nous perpétuons la tradition des grands témoins Procréa. Voilà. Mais cette année, ce n'est pas un universitaire québécois comme d'habitude. Difficile de passer après Jean Biveau, hein. On est d'accord. Donc, en fait, pour parler de bonheur et d'amour, on a pensé qu'il pouvait être intéressant d'avoir le regard bienveillant d'un ecclésiastique. Et ce qui nous allait bien, parce que ça correspondait bien au côté décalé de Procréa. Et donc, en faisant des recherches, on est tombé sur un business moine. C'est comme ça qu'il se fait appeler, mais ce serait trop réducteur de le nommer que comme cela. Donc, frère Maripac, qui est ici, voilà, on peut l'applaudir, parce que c'est un beau challenge qu'il relève. Donc, pendant les 2 jours et demi du congrès, vous allez le voir un peu partout. Il va observer, il va vivre avec nous, il va vous écouter, voilà. Il va vous parler. Et donc, vendredi matin, en ouverture de la matinée, il nous fera part de son impression sur le congrès, de sa vision, de ce qu'il a retenu, et faire une sorte de synthèse des 2 jours et demi de congrès. Voilà, donc là on avait prévu quand même de dire que frère Maripac est moine, prêtre, conférencier, coach et à ses loisirs a écrit 2 livres. D'ailleurs il y aura une petite dédicace ce soir avec aussi des ouvrages de Maëla Paul ce soir au moment de l'apéro. Il a passé 30 ans au monastère de Lérins où il a co-animé beaucoup de séminaires auprès des chefs d'entreprise et pour certains les a aidés à prendre soin de leurs collaborateurs. À ce jour, il rénove la chapelle de Notre-Dame de Nise dans l'Hérault, son ermitage et son clocher, et s'occupe par ailleurs de développement économique de la haute vallée de l'Orbe, au travers d'audits auprès de viticulteurs ou en organisant des voyages de presse. Tout en se réservant un mi-temps de solitude à laquelle il tient. Et voilà, on va essayer la solitude. Là, ces jours-ci, ça va être un petit peu compliqué, mais on sait qu'on lui a mis à disposition un bel espace pour qu'il puisse s'isoler. Mais il est là pour passer 3 jours avec nous. Merci d'avoir accepté ce challenge. Info suivante. C'est toi qui introduis. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc tout depuis, on vous l'a dit, un certain nombre d'éditions, 2015. Nous avons des outils et bonnes pratiques qui vous sont présentés. Donc on fait du repérage, on a des gens qui nous contactent, voilà, ça se passe un peu naturellement. Et on décide, on sélectionne d'abord, hein, ça il faut. Ceux qui sont là, ils ont été sélectionnés.
on vous propose des choses qui nous semblent intéressantes, soit parce que c'est des outils qui vont vous servir à vous en tant qu'accompagnant, ou qui peuvent servir les porteurs de projets que vous accompagnez. Alors on nous a fait remarquer que cette séquence, qui intervient de façon un petit peu originale, on fait en sorte que ce ne soit pas plan-plan comme démonstration, qui a lieu le jeudi après-midi. Un certain nombre de participants nous ont dit ce serait bien qu'on puisse discuter quand même avec eux dès le début du congrès, mais on ne sait pas qui ils sont. Donc on a décidé là de vous les présenter, et s'ils sont déjà arrivés, de les faire lever pour que vous les identifiez, de façon à ce que, au cours de vos échanges et de vos déambulations diverses et variées dans le congrès, si vous avez envie de leur en demander plus, vous le pourrez. Vous avez leur flyer dans les mallettes également, et leur description dans le superbe catalogue. Si vous voulez aller plus loin. Donc on va commencer par Factory Club, donc avec Jean-François Salle et Julien Belot qui sont là, au fond. Au fond, voilà, vous pouvez les identifier. En plus ils sont assortis, ils sont bleu marine tous les deux. Ensuite, Wikiflow avec Jean-François Demeyer qui est de ce côté. Qui est notre Belge de service. Qui nous vient effectivement de Belgique pour la deuxième fois. Alors Datana représenté par Raphaël Aulas, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais en tout cas il sera là demain. Supernova, ils sont là tous les deux, Nicolas Cabanel et Damien Ferracci, voilà. Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là effectivement la dernière fois. ADProx, alors ils sont nombreux je crois, donc nous avons Michel Dehors, nous avons Quentin Pro. C'est tout, et c'est pour l'instant. D'accord, donc c'est déjà pas mal. Parcours gagnant. Alors, je ne sais pas si Marie-Pierre est arrivée. Bonjour, oui. Marie-Pierre Bi. Voilà. Ensuite, Boudu Concept. Je l'ai pas vu. C'est Julien Petit. Ah, il est là. Ah, voilà. Parfait. Lip, c'est Laura Martinet. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Elle nous vient quand même de Copenhague. Donc, mais c'est elle, la troisième qui faisait que nous sommes un congrès international. Bonjour Laura. On aura aussi une présentation de l'espace conseiller de BPI France qui vient d'être relooké par Michel Gèze, donc qui ne doit pas être arrivé encore. Qui est un habitué de Procréa. Voilà. Et Actif, donc qui est un outil de la CCI Occitanie qui sera présenté par Jessica Puech, qui est là-bas. Et voilà, j'ai oublié personne. Si ce n'est qu'on a autorisé donc, Dominique Vian à présenter aussi dans ce cadre-là et à faire une dédicace de son ouvrage demain à l'occasion de cette séquence sur les méthodes effectuelles. Voilà, on serait quand même pas là si nos chers partenaires qu'on a un peu allumés ce matin dans les 15 ans de Procréa ne nous aidaient pas au quotidien. Donc, nos partenaires en tant qu'institution, mais aussi leurs représentants dans notre comité de pilotage, parce que on l'a dit, l'humain, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc on va les citer. Marie-Hélène, je te laisse commencer. Alors pour la région Occitanie, Katia Rousson, merci Katia. Donc pour BPI France, Florence Presta, qui je ne sais pas si elle est arrivée, mais sera là, et Maëlle Jacquet qui ne sera pas là, mais qui est à Paris et qui nous a beaucoup aidé. Donc on voulait la mentionner. Le LABEX Entreprendre et Montpellier Management avec 3 représentants au comité d'organisation, Sylvie Samut, Jean-Marie Courante qui est ici et Karim Messeghem qui est ici également. La revue Entreprendre et Innover, on en a parlé. Alors, ils ne font pas partie du comité de pilotage, mais c'est un partenaire sur lequel on compte et qui sera notamment représenté par Fabienne Bornard, Olivier Toutain, avec qui on est... Donc, dans la suite de ce qu'on vous a dit, parfois il y a des articles qui sont écrits sur ce qu'on vit ici à Procréa. Donc, vous allez recevoir à un moment donné un lien sur un questionnaire qui prend 3 minutes en tant que participant de Procréa. Et il y aura des interviews croisées qui auront lieu par Fabienne Bornard et Olivier Toutain, dont on a oublié de mettre la photo pour que vous les repériez tout à l'heure. Mais s'il y a des gens qui viennent vous dire qu'ils vont vous faire une interview, ne vous étonnez pas. And the last but not the least, et elle est là-bas, je l'ai vue, la MAF représentée par Brigitte Lagarde. Voilà. Merci Brigitte qui est fidèle depuis 3 éditions maintenant. Voilà, donc vous trouverez toutes les informations sur vos badges dans le programme, le super catalogue, il y a vraiment tout au niveau des coordonnées. Vous avez la liste des participants dans vos mallettes, ceux qui ont autorisé la diffusion de leur email, parce que Procréa c'est fait, on l'a dit, pour faire des échanges, c'est pour qu'on travaille ensemble, c'est pour qu'on noue des choses.
Donc vous avez tout ça et nous on est à votre disposition avec toute notre super équipe de l'accueil pour vous faciliter au plus le congrès. Et voilà. Et maintenant, dire qu'on peut aussi remercier toutes les petites mains qui sont aussi derrière ce congrès, c'est-à-dire qu'on les assistantes qui nous ont aidés, le service com, les personnes de l'intendance qui ont fait des allers-retours pour transporter toutes nos mallettes, notre matériel, les techniciens. Voilà, derrière l'équipe Procréa, il y a aussi beaucoup de gens cachés qui œuvrent à ce beau projet. Merci à elle. Absolument. Eh bien, bon appétit. Et on se retrouve à 14h devant la salle pour un petit ice breaking.